Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Aujourd'hui, je voulais revenir sur l'investissement IMO de façon générale et surtout sur mon premier appartement qui aujourd'hui me rapporte 2 000 € par mois et je veux revenir dessus pour vous encourager bien sûr à passer à l'action et vous rappeler que dans le temps, plus vous allez attendre, plus finalement ça va payer dans le long terme. Donc là, on est sur un appartement qui est à Paris, à côté du métro Pasteur, que j'ai acheté à l'origine quand j'ai pris la conscience que déjà, les prix de l'immobilier à Paris avaient grandement augmenté. Donc moi, j'étais là, ok, j'ai envie de rester habiter à Paris, ou du moins j'ai envie d'avoir un minimum accessible à Paris pour que je puisse rester. Donc ça, c'était d'un côté. Et de l'autre côté, je me rendais compte qu'il fallait que je commence à investir. Donc effectivement, je me disais, ok, voilà la carrière vers laquelle je me dessine, donc en banque d'investissement en France. Et en regardant ça, je me suis dit, finalement, c'est dur pour moi. Je ne pense pas arriver à 40 ans à devenir directeur dans cette banque. Et je me suis même dit, il y a des directeurs qui gagnent assez bien leur vie, mais même avec ça, finalement, c'est pas tant que ça en fonction du niveau de vie que vous voulez avoir. Donc, une fois que j'ai vu ça, je me suis dit juste, il faut que j'achète un premier appartement, il faut que je commence. Alors, à l'époque, j'avais pas compris tout ce que je sais aujourd'hui sur les investissements locatifs, à quel point, finalement, on peut générer de l'argent et du rendement. Et je me retrouve à acheter un 50 mètres carrés à Paris, un rez-de-chaussée, bien sûr, parce que c'est moins cher, 55 mètres carrés à Paris. Et là, je me dis, qu'est-ce que j'en fais de cet appartement ? Et dès le début, finalement, j'étais dans une situation où le remboursement de l'emprunt était quand même très élevé. Donc, ce que j'ai commencé et ce que je voulais faire d'ailleurs, c'était me mettre en colocation avec un de mes amis. Donc, je vais louer finalement une deuxième chambre dans cet appartement au prix du marché d'une chambre. Et ça m'a permis, dès le début, en fait, d'être dans cette logique de finalement, j'ai un bien, j'en fais des revenus supplémentaires et je peux commencer à avancer. Quand j'ai commencé, c'était véritablement avec mes premiers revenus. J'ai injecté 0 apport dedans, donc j'étais un petit peu dans cette logique. Donc là, à l'époque, de toute façon, c'était beaucoup plus automatique à l'époque, donc on était en 2011. Donc c'était beaucoup plus automatique de pouvoir commencer en mettant le moins d'apport possible à ce moment-là. Quand j'ai acheté cet appart à Paris, en fait, je ne me rendais pas compte du rapport locatif, comme quoi c'était pas forcément un bon placement et à quel point ça allait prendre sur mon endettement. Donc j'ai fini par faire un système dont je vous ai déjà parlé dans d'autres épisodes, c'est-à-dire que j'ai fait un démembrement de propriété, ce que vous pouvez faire soit à l'acquisition, soit plus tard sur des biens. Et j'ai mis l'usufruit finalement sur mon père. Pour faire l'opération, mon père m'a dit « Ok, je veux bien faire ça, mais tu mets une de tes sœurs dans l'opération. » Donc je me suis mis à devoir mettre des parts de la nue propriété à une de mes sœurs, que j'ai acheté beaucoup plus tard. Ça m'a coûté vraiment très cher d'ailleurs de faire cette opération, mais en tout cas, ça a enclenché la machine. Et dès le jour 1, finalement, je me retrouvais il y a eu des travaux, et puis après, dès le jour, donc j'ai appris à faire les travaux. Au début, je voulais faire les travaux seul de mon côté, du moins une partie, je voulais faire la cuisine, etc. Et à ce moment-là, donc c'est un peu l'erreur qu'on fait quand on commence, mon père m'a dit non, mais tu te rends pas compte, tu te lances dans un projet, faire une cuisine, tu vas y arriver, mais entre ton taf et ton colocataire aussi, vous allez devoir vous bosser, du coup vous allez vous retrouver dans un chantier, ça va pas être agréable, ça va vous mettre de la pression sur autre chose, donc vaut mieux que tu payes, dans certains cas vaut mieux payer des choses que de les faire soi-même. Et là je le remercie parce qu'il avait tout à fait raison. Et après, une fois que on a avancé avec mon colocataire, donc ce qui était bien, c'est que c'est un appartement qui est pas l'appartement, qui est vraiment pas un appartement luxe ni rien du tout, mais ça permettait déjà d'enclencher la machine et je pense que c'est important. Et une fois qu'on a eu ça, j'ai habité du coup avec ce premier colocataire, puis après avec un deuxième colocataire. Donc en fait, moi j'étais déjà en train de travailler et mes amis d'école, enfin de prépa d'ailleurs, eux, certains d'entre eux avaient redoublé en fait, avaient cubé. Donc ils ont fait une deuxième année deuxième année de prépa. Et en gros, ils étaient un petit peu en décalage par rapport à moi. Et du coup, je me retrouvais en fait à les récupérer jusqu'à ce qu'ils se mettent en couple et qu'ils emménagent avec leur copine. Donc là, j'étais en coloc aussi avec un deuxième pote.
qui lui, même plus que QB, il avait encore enchaîné parce qu'il voulait absolument devenir contrôleur aérien, ce qu'il est aujourd'hui. Donc il avait même 2 à 3 ans de décalage finalement à la fin. Ce qui fait que moi je travaillais déjà et eux ils rentraient en fait dans la vie active où ils continuaient à faire des études. Et après ça, j'ai enchaîné, je suis passé sur Airbnb. Donc assez vite, je suis passé sur Airbnb, je louais une deuxième chambre dans mon appartement. Donc là, c'était vraiment de la location de la chambre chez l'habitant, le concept initial d'Airbnb. Et même si c'était un appartement qui n'est pas forcément le plus beau, le plus attractif, je pense qu'aujourd'hui sur le marché Airbnb, ce serait globalement un petit peu compliqué, quoique il faut voir. Mais en tout cas, je faisais du plus de 2000 € par mois d'Airbnb grâce à cette chambre supplémentaire, ce qui me permettait en fait chaque mois. Donc j'étais encore dans cette logique à ce moment-là de j'épargnais beaucoup. Je voulais maximiser combien je gagnais et je voulais épargner beaucoup et rembourser par anticipation finalement cet appartement pour avoir un certain degré de liberté. Ce qui en fait s'entend tout à fait. D'un côté, c'est-à-dire qu'on peut avoir besoin d'avoir un degré de liberté, d'avoir du patrimoine, ça ajoute de la liberté. Ça permet aussi de se détacher de certaines choses. C'est-à-dire que quand on va avancer, quand on va avoir un appartement, déjà on va avoir coché une certaine case chez soi, ça va changer la façon dont on pense. D'un côté, on va se sentir pendant quelques temps, voire même très long terme, on va se sentir plus rassuré par rapport à l'avenir. Et de l'autre côté, on va aussi avoir concrètement, on va vivre la sensation que ok, j'ai un appartement, mais voilà concrètement ce que ça fait. Et d'un point de vue chiffre, d'un point de vue data, c'est pas ce qui change énormément toute la vie non plus. Donc c'est marrant, on est un peu dans les deux. En fait, c'est un chemin d'apprentissage. Donc il y avait ça de ce côté. Ce que j'ai effectué, c'est que j'ai remboursé par anticipation très fortement du coup cet appartement. Mon objectif, c'est que je le voyais comme une problématique. J'étais là en fait, voilà la vision que j'ai de l'investissement locatif. Donc finalement, c'est quelque chose qui me coûte tous les mois. C'est-à-dire que même quand je le faisais location à un pote, j'avais quand même des montants assez conséquents à payer tous les mois. Et quand je faisais du Airbnb, je pouvais couvrir la mensualité, voire même je rajoutais de l'argent supplémentaire pour pouvoir rembourser plus rapidement. Et en fait, ma problématique était que je venais de me rajouter finalement une charge supplémentaire. C'est-à-dire que j'avais non seulement besoin de gagner ma vie pour pouvoir louer un appartement classique. Déjà, c'est assez compliqué à Paris. Et en plus de ça, j'avais des remboursements plus élevés que finalement un loyer normal. Donc, je venais de me rajouter une pression supplémentaire. Et j'étais là, il faut que j'arrête cette pression supplémentaire. Il faut que je la cut. Et du coup, je me suis mis à rembourser par anticipation pour pouvoir rembourser la totalité de l'appartement. Et finalement, en moins de 15 ans, l'appartement a été payé. Donc, c'est un appartement, on est dans les 300-400 000 €. Et j'ai enchaîné à fond pour pouvoir rembourser ça. Ce qui m'a permis, en très grande partie de faire ça, ça a été ce fameux Airbnb, donc de pouvoir tourner sur du Airbnb, ce qui aujourd'hui est toujours accessible. Si vous louez une chambre chez vous, vous pouvez le faire à l'année, même à Paris. Donc vous pouvez toujours rentrer dans cette démarche sur Paris, donc en fonction de ce que vous avez. Après, en fonction de comment est structuré votre appartement, ça peut être plus ou moins agréable. Donc si vous avez la chance d'avoir 2 portes sur votre appartement, vous pouvez carrément avoir quelque chose qui est... franchement sympa. Alors après, attention, parce qu'il y a des nouveaux changements dans les syndics qui peuvent voter l'interdiction de la courte durée, etc., etc. Donc il y a quand même des évolutions là-dessus. Mais en tout cas, cette opportunité-là m'a permis, moi en tout cas, d'avancer très vite dessus. Qu'est-ce que j'en retiens de cet investissement ? Déjà, dans un premier temps, dans mes réflexes classiques, j'ai fait pas mal d'erreurs. Donc mes erreurs, ça a été d'acheter quelque chose dont finalement je ne pouvais pas réellement tirer un loyer ou tirer même du cash flow. J'ai fait l'erreur de mettre beaucoup d'argent dans cet investissement. Aujourd'hui, pour donner un ordre d'idée, le bien est remboursé. Il doit valoir dans les 400 à 550 000 €. Ce bien-là, qui est totalement remboursé, aujourd'hui, me génère effectivement 2 000 € par mois pour moi. La problématique, c'est que c'est beaucoup d'argent engagé pour avoir 2 000 € par mois. Alors, quand on est d'un point de vue totalement gestion opérationnelle aujourd'hui, il y a 2 solutions. En fait, c'est pas une bonne idée de garder autant de capital qui génère aussi peu. Donc, les 2 000 € par mois que j'ai aujourd'hui, c'est avant impôt. Donc, si je vous donne un ordre d'idée, donc c'est 2 000 € avant impôt, x 12, ça fait 24 000 € à l'année. Et disons que le bien, il vaut, on va faire 450 000 €. Hop, divisé par 450 000 €, ça fait du 5% par an. Si ça fait du... Alors là, je ne suis pas en rendement brut, je suis en rendement... je suis après charge, donc je suis en rendement net et je ne prends pas en compte les impôts qu'on pourra en parler après. Donc là, je fais du 4,8%, je fais du 5% en gros à l'année sur mon capital. Ce qui n'est pas forcément, ce qu'il faut quand même se dire, c'est si on prend une inflation globale qui est de l'ordre de 2-3%,
là je descends. Du coup, mon rendement est carrément à 2% par an sur un gros capital. Donc, c'est pas forcément ce qui est intéressant. Donc, moi, les next steps pour un bien comme ça, donc finalement, il y a 3 alternatives. Une première alternative qui va être de me racheter le bien à moi-même. C'est-à-dire là, je recrée une société et je vais me racheter ce bien-là. Et ça va me permettre de dégager beaucoup de cash. Donc, je vais pouvoir prendre ce que ce bien-là me rapporte. Je vais pouvoir regarder combien je peux emprunter avec... on peut faire ça directement. Hein. Donc, le bien, il me fait 2 000 euros par mois. Et combien je peux emprunter avec 2 000 euros par mois. Donc là, si je vais sur meilleur taux rapidement, je vais ici, je vais là, calcul immobilier, calcul de mensualité. Je vais mettre sur 25 ans. C'est négociable, c'est à Paris. Je pense que je peux avoir du 3,30 aujourd'hui. Donc, on est en juin 2026. On va réduire ça. Et là, avec du 2 000 euros par mois, je peux emprunter quasiment le prix du bien, donc 395 000 euros. Donc disons que le bien, il est valorisé à 450 000 euros, il va quand même falloir que je mette 50 000 euros supplémentaires pour que je puisse faire l'opération, parce que je peux emprunter que 395 000 euros. Et en plus de ça, il va falloir que je paye à peu près 30 000 euros, un peu plus, entre 30 et 40 000 euros de frais de notaire. Donc il va falloir que je mette sur la table finalement 95 000 euros, 100 000 euros pour récupérer 300 000 euros de cash. Donc ça me permettrait d'avoir 300 000 euros de cash supplémentaire, d'avoir un bien qui finalement va pas me rapporter sur le cash qui est injecté, va toujours avoir en fait, si on fait le calcul du rendement par rapport à la valorisation du bien, je vais effectivement être à du 5-6%. Par contre, ce qui va se passer, c'est que je vais être en faculté si je ne vais pas faire ce calcul-là comme ça, je vais faire le calcul sur le cash que j'ai laissé dans le bien. Donc là, au lieu de diviser par, tout à l'heure, on avait divisé par 500 000, ou on peut diviser par 450 000 pour la valo, donc on faisait du 5% par an. Là, je vais diviser par le cash que j'ai laissé dans l'opération. Donc le cash qui est mobilisé dans l'opération, donc attention, je vais quand même mettre avec les frais de notaire. On va dire que c'est alors on va enlever les frais de notaire, mais bon, attention à ça, on va mettre avec les frais de notaire. Ça va être du 100 000 euros et je vais faire du 24% par an en fait. C'est ça l'idée. Donc en fait, je vais pouvoir augmenter alors attention, je vais pas faire du 2400. Dans ce cas-là, je serai flat. Je vais pouvoir regarder si je vais faire ça en gain de capital. Donc je vais faire du 24% par an. Donc en gros, je vais capitaliser alors un peu moins que 2 000 euros par mois. Disons que j'ai capitalisé plutôt dans les 1 500 euros par mois. 1 500, en gros, je vais capitaliser 1 500 euros par mois, multiplié par 12, divisé par 1000. Donc tous les mois, en fait, je vais faire du 18% sur mon cash injecté qui est de 100 000 euros. Disons que c'est 100 000 euros de cash injecté. Je prends les frais de notaire en cours. Donc là, ça va me permettre de passer d'un rendement finalement qui est dans les 4-5% à du 18% par an. Donc là, je démultiplie finalement combien mon argent gagne. Et en plus de ça, je récupère 300 000 euros de côté supplémentaires. Et ces 300 000 euros de côté supplémentaires, je peux les placer en fonction de ce que je trouve intéressant comme placement. Donc on se rappelle, le placement générique qui peut être votre benchmark, ça va être de l'ETF Monde, voire du S&P 500, on fait du 10% par an. Donc si vous achetez ce type de produit, alors attention, il y a le risque de perdre quand même 40% de votre somme si vous avez une bulle qui éclate. Et aujourd'hui, avec l'IA, avec ce qui se passe, on ne sait pas trop où on en est, mais globalement, sur le très long terme, on est là-dedans. Et sinon, je peux aller sur des investissements qui demandent plus d'intervention. Donc ça peut être de la reprise immobilière, ça peut être de reprendre des boîtes, etc., etc. Donc voilà un petit peu l'enjeu. Qu'est-ce que je pense de ce deal-là ? Finalement, il est fait. Aujourd'hui, c'est une de mes grandes pertes de sécurité. On a ce truc où je peux réaugmenter du coup ce que me rapporte mon cash. On a une deuxième opportunité qui est d'utiliser ce bien en hypothèque pour obtenir un crédit pour refaire une opération immobilière, voire plus. Donc là, je peux très bien me lancer là-dedans. Donc vous allez voir votre banque, vous trouvez un immeuble. Dans mon cas, ce sera potentiellement ma prochaine résidence principale. Et je leur dirais, je vais acheter une résidence principale dans le sud de la France, elle vaut 500 000 euros la maison, est-ce que vous pouvez me prêter ? Ils vont regarder si je suis en capacité aujourd'hui avec leurs critères. Soit ils vont me dire, vous êtes un peu trop endetté, soit ils vont dire ça passe, donc ça passe et c'est bon, je peux faire l'acquisition. Soit ils vont me dire, ah non, vous êtes un peu trop endetté, etc. Donc on aimerait prendre une sécurité, donc est-ce que on propose de prendre une hypothèque sur votre bien qui est remboursé ? Donc là, potentiellement, ça me permettrait de débloquer une situation, sachant que ce n'est pas vraiment ce que vous voulez faire. Parce que là, ça veut dire que vous allez mobiliser quasiment 2 fois le montant de quelque chose qui est normalement passif, c'est-à-dire votre résidence principale. Après, dans le cadre de ma résidence principale, ça dépend comment je vais faire le projet. Ce que j'aimerais bien enclencher,
c'est de faire un projet entre guillemets de type marchand résidence principale, donc de me dire ok, je prends quelque chose que je retransforme véritablement, mais attention, il faut voir si mon temps sera bien employé pour faire ça. Donc je prends un bien, je fais des travaux, je le transforme pour qu'il y ait une grosse plus-value latente qui soit dedans, et lorsque je vais le céder, pour que je puisse ne pas payer d'impôt sur la plus-value. Donc disons que j'achète quelque chose 300, je mets 300 de travaux, j'arrive à un budget total de 600, et si j'arrive à le revendre à 1 million d'euros, en fonction de la durée du projet, ça me permet de ressortir avec 400. Là, il faut faire attention parce que ça dépend de vos projets aussi perso, du temps, comment vous allez gérer votre vie, parce que ça fait un chantier supplémentaire, ça décale vos projets d'avenir, etc. Donc, pourquoi pas faire cet élément-là. Donc, il y a la possibilité, du coup, de faire une hypothèque et de faire un crédit hypothécaire pour pouvoir faire de l'investissement locatif. Et sinon, il y a la possibilité d'utiliser cet argent pour pouvoir faire un achat concrètement dans l'immobilier et d'une résidence principale ou d'une résidence secondaire. Donc cet investissement sur le papier, en gros, il a été très très formateur pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il m'a permis d'enclencher, donc c'est-à-dire de commencer, et je pense que c'est important pour vous de commencer. Est-ce que j'aurais pu commencer différemment ? Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, j'aurais entendu de commencer différemment ? Je ne sais pas. Il faut savoir qu'il y a des moments, vous avez des choses à traiter, à régler. On ne peut pas commencer du jour au lendemain et être une grande star style Michael Jackson. Non, il y a besoin d'entraînement et on a besoin de faire ses gammes, on a besoin de se tromper, on a besoin de faire quelques étapes. Et au fur et à mesure, on va développer ses compétences pour pouvoir avancer. C'est rare de commencer jour 1 avec un projet énorme qui va tout changer. Donc en tout cas, ce premier appartement qui est aujourd'hui en colocation, donc de 3 chambres, il n'y a pas de salon dans cet appartement, continue finalement à moi alimenter aujourd'hui une partie de mon niveau de vie. Donc ce qu'il faut se rendre compte, c'est que l'immobilier, alors dans mon cas c'est assez complexe parce que j'ai des gros projets qui peuvent de temps en temps très bien gagner, et là en ce moment j'ai des projets qui potentiellement peuvent être un petit peu plus négatifs en fonction des transformations que je peux réaliser. Donc c'est un peu dur pour moi de donner les cash flows. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vidé un immeuble que j'ai, mais qui me coûte du 15 à 20 000 euros par mois. Donc ça impacte grandement les cash flows que j'ai qui viennent de l'immobilier global. Mais sinon, il faut se dire que moi, j'ai ma base minimum de grosso modo un peu plus de 10 000 euros par mois. Et cet appartement, il contribue bien et plutôt pas mal. Et c'est toujours bien d'avoir des assets positifs au bout d'un moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos retours, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur YouTube. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Vous venez d'écouter un épisode de La Retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question ? Je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, L-O-R-A. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.